Salut à tous les amis, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je vous avais quitté et je vous avais laissé avec plusieurs vidéos de tennis un petit peu pour vous mettre en haleine, etc. En attendant la reprise, j'ai eu beaucoup de travail, moi d'un côté personnel, du coup j'ai pas pu faire de vidéo. Et je me suis dit, de toute façon, je vais attendre la reprise officielle du tennis. Normalement, ça devait être à Wimbledon, mais ça a été reporté. Donc, pour ce tournoi de Cincinnati, qui ne se déroulera pas à Cincinnati, dans le désert, là où il devrait se passer, eh ben non, il se passera donc à Flushing Meadows, donc à New York, dans une bulle, comme a pu faire la NBA. Le tennis a fait de même en créant une bulle où quasi tout le monde est dans un hôtel. Il y a des joueurs comme Serena Williams, Novak Djokovic notamment, qui sont dans une bulle, et il y en a une 5-6 autres qui sont aussi hors de la bulle, qui sont dans des maisons privées et qui peuvent bénéficier de privilèges que d'autres n'ont pas. Ça, après, c'est le tennis. Donc, je pense que les organisateurs avaient peur de ne pas faire venir des têtes d'affiche. Donc, je pense que quand les joueurs et les joueuses ont demandé à ce qu'ils aient ce qu'ils voulaient, eh ben, les organisateurs se sont tout de suite soumis à leur demande. C'est les lois du pouvoir dans le tennis. Je ne vais pas en parler maintenant dans cette vidéo-là, mais voilà. Aujourd'hui, donc, analyse de compétition. Pour tous ceux qui connaissent et qui sont un peu habitués, vous savez un petit peu en quoi ça consiste. Je vous fais une brève présentation des conditions de l'événement. Je vous fais ensuite le récapitulatif des premiers tours. Je vous donne mon avis. Je vous donne pas de paris dans cette vidéo-là. Je vous donne juste mes tendances, juste mes avis, sachant qu'en plus, on n'a pas forcément de retour. On n'a pas forcément de matière en tout cas sur la période qu'on a eue, d'absence de tennis. Donc du coup, ça fait que on a besoin de se référer par rapport à ce qu'on sait, par rapport à mes connaissances, par rapport aux infos qu'on a et par rapport au peu de tennis que certains joueurs ont eu et certains ont pu montrer sur les réseaux sociaux ou dans des conférences de presse, etc. Donc je vous ferai un petit peu mes avis du coup du premier tour. Je vous donnerai dans un tableau, je vous ai fait ça aux petits oignons, j'espère que vous le verrez, mais sinon je vous expliquerai, vous inquiétez pas, avec les quarts de finale, les demi-finales et la finale que je vois, et évidemment le vainqueur. On parlera des cotes durant le premier tour, je ne parlerai pas des cotes pour les paris long terme. Libre à vous de faire votre petite tambouille, on va dire, et de choisir ou non. Moi je vous le dis et je vous l'avance, personnellement, je n'ai toujours pas pris de pari long terme sur Cincinnati. J'en ai un en tête, mais je pense que je vais m'abstenir pour moi, parce que je pense que ça peut quand même aller au bout cette histoire, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure lorsqu'on fera le déroulé de cette vidéo. On va commencer par la petite présentation de Cincinnati. Masters 1000 sur dur. La surface, c'est du DecoTurf, donc c'est une surface qui devrait changer normalement dans les années à venir, a priori. Les Américains devraient changer leur surface, probablement dû au fait qu'il y ait des problèmes d'articulation sur cette surface-là. C'est une surface qui est en béton, donc c'est une surface qui est dure, mais très dure, et c'est difficile des fois pour les joueurs. Il y a pas mal de joueurs qui généralement sont blessés ou en tout cas sont très fatigués à l'issue des matchs, surtout que là il va faire 30 degrés ou plus de 30 degrés, un gros cagnard comme d'habitude, vous me direz, avec des bourrasques de vent. Ça va tourner entre 15, 20, 25 km/h. Clairement, je ne sais pas si vous avez déjà joué au tennis avec 20 km/h de vent, mais c'est plutôt embêtant. Donc voilà, un petit peu les conditions. C'est un Masters 1000 qui va clairement être une préparation à l'US Open. Les joueurs qui ont choisi d'aller dans cette bulle, ont choisi d'aller à Cincinnati, c'est pour faire l'US Open. Quid de ceux qui ont envie de faire cette tournée américaine et derrière d'aller à Roland-Garros? Je pense que Team ira après et sera en capacité, j'ai envie de dire, d'être compétitif. Maintenant, est-ce que les autres sont en capacité de le faire? Je ne sais pas.
Donc ça dépendra des joueurs. Alors vous inquiétez pas si je regarde à côté, c'est que j'ai mon PC et du coup je ne connais pas les codes par cœur et le tableau par cœur, même si je l'ai en tête et que voilà. Donc voilà un petit peu pour la brève présentation. On est à Flushing Meadows, donc c'est pas un Masters de Cincinnati, hein, clairement il y a que le nom en fait. Mais l'organisateur c'est un milliardaire qui clairement lui il s'en fout en fait, il rince, donc je pense que quand il a eu l'opportunité d'aller à New York, il a dit vas-y on fait ça à New York, il faut juste qu'on fasse le tournoi parce que j'ai une renommée, parce que j'ai une image à conserver et parce que c'est Masters 1000 et qu'on est juste avant l'US Open, donc forcément c'est une excellente préparation, d'autant plus là où c'est situé maintenant. Donc voilà, donc on peut penser que ça va être un tournoi de reprise pour certains, ça doit être un tournoi où d'autres vont pas montrer toute leur force et d'autres vont pas montrer forcément tout leur état de forme. Voilà, il y a plusieurs choses et d'embroglio qui peuvent se mettre dans ce tournoi-là. Alors oui, je ne l'ai pas précisé, aujourd'hui on va faire que de l'ATP, d'accord. Moi je suis spécialiste ATP, je ne fais pas la WTA. Par contre voilà, j'ai pas de PLT non plus sur la WTA, mais ce que je veux dire c'est que j'ai un PLT par contre sur l'US Open en WTA, c'est assez rare pour le souligner. Donc voilà, mais voilà, aujourd'hui on va faire que le tableau ATP, d'accord, et pas de WTA. Donc voilà un petit peu au niveau des conditions, au niveau de tout ça. Maintenant, ceux qui ne le savent pas, qui débarquent et qui sont sur une autre planète que la planète Terre, Roger Federer se fait opérer et fait une rééducation, etc. et ne reviendra pas avant 2021, pardon. Rafael Nadal n'a pas choisi d'aller aux États-Unis et donc il devrait normalement probablement être présent sur Roland-Garros en tant que gros favori. Voilà un petit peu dans les grosses infos. Après il y a évidemment toujours quelques joueurs comme il y a Kyrgios qui n'a pas voulu venir. Voilà, il y a des joueurs que j'ai pas en tête là et qui sont pas venus, mais dans l'idée voilà, on a quand même un beau tableau avec quasiment tout le gratin mondial. Il y a quand même des points à aller chercher. Il y a quand même un Masters 1000 à aller gagner, c'est quand même pas rien. Ou en tout cas une belle perf dans ce tournoi-là pour se mettre en jambe pour l'US Open. Donc voilà, c'est totalement logique qu'il y ait quand même des joueurs qui se soient déplacés aux États-Unis. Après, voilà, on connaît la période, on connaît les conditions de la venue des joueurs, c'est assez particulier. On a réduit le nombre de staff, on a réduit le nombre de coachs, on a réduit on a vraiment fait au minimum, à l'essentiel. Et donc forcément, c'est pas forcément toujours simple pour les joueurs et les joueuses de ne pas avoir son staff, peut-être pas avoir son kiné, son masseur, etc. Voilà, ça aussi c'est un élément évidemment à prendre en compte et qui évidemment ouvre à quand même des surprises. Je pense qu'il y en aura, il y en a toujours déjà de base dans la tournée américaine, notamment à Cincinnati. L'année dernière, on se rappelle très bien, finale Medvedev contre Goffin. Bon, il y a Medvedev qui sort Djokovic en demi-finale. Il y a Richard Gasquet qui est en demi-finale contre Goffin. Bon, clairement, voilà, c'était quand même une grosse surprise. On avait Lucas Pouille qui était en quart de finale contre Djokovic. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Yoshito Nishioka qui avait été en quart et qui malheureusement avait dû abandonner qui avait dû déclarer forfait, pardon, contre David Goffin en quart. Voilà, on a eu quand même des joueurs assez surprises dans la partie haute du tableau. Au niveau de la météo, globalement, on a à peu près du soleil sur toute la semaine et on est aux alentours de 30 degrés, comme je dis, avec une vingtaine de km/h. Mardi, il y aurait sûrement des averses, donc attention à vos paris pour les matchs de mardi à surveiller. Il y aura peut-être des averses vendredi, mais ça devrait être léger. Normalement, ça devrait pas être trop embêtant. Mais mardi devrait peut-être pleuvoir, donc faites attention à ça. Si vous devez prendre des paris, n'hésitez pas à checker la météo. C'est un truc, ça prend 5 secondes. Tapez météo New York sans forcément aller taper météo sur le Arthur H. mais météo sur New York, vous regardez un petit peu ce qui se passe et tout. Et voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je suis sur la chaîne météo ou alors je suis sur Weather aussi parfois. Et généralement, on a des données qui sont assez bonnes. Voilà, on va commencer par les premiers tours.
On va commencer par en haut et puis faire en bas. Premier quart de tableau, Djokovic jouera au second tour évidemment parce qu'il est exempt sur le premier tour. Il jouera contre le vainqueur de Berankis ou Tommy Paul. Match pas simple, Tommy Paul qui n'est pas forcément dans la forme de sa vie en ce moment. Mais il a l'avantage de jouer chez lui et forcément c'est vrai que les Américains du coup je pense partent sûrement avec un léger avantage sur d'autres qui ont dû se déplacer, peut-être faire des quarantaines, etc. Donc forcément, et puis on ne connaît pas toutes les conditions des joueurs au niveau des quarantaines, il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé, qui ont été contradictoires, etc. Donc c'était assez lourd en termes d'informations, des fois ça n'a pas transité, donc c'est pas facile. D'ailleurs, par exemple, je ne sais pas du tout ce qu'il en est des Japonais. Est-ce que les Japonais sont venus avant, ou alors quand ils viennent maintenant, est-ce que les mecs ont une quarantaine ou pas? Ça par exemple, je ne sais pas du tout, donc c'est un peu embêtant. Berankis contre Tommy Paul, c'est un match que je laisserai, clairement, c'est pas un match qui m'inspire. Berankis sort des qualifs, Tommy Paul il a une wildcard. Ils se sont rencontrés l'année dernière sur le Masters 1000 de Montréal avec une victoire en 3-7 de Tommy Paul, mais match un peu trop équilibré. Je mettrais un léger avantage à Tommy Paul, mais il m'a pas, sur le peu que j'ai vu sur le World Team Tennis, il m'a pas forcément trop rassuré. Puis c'est de l'exhibition, donc basé sur de l'exhib, autant vous dire que ça sert absolument à rien. C'est comme vous basez sur des matchs amicaux au football, ça n'a aucun sens. En termes de motivation, en termes de conditions, en termes de beaucoup de choses, ça ne sert à rien de se baser sur ces matchs-là. Donc voilà, Berankis a sorti Davidovich Fokina en 2-7 et Uchiyama en 3-7 dans un match compliqué contre Uchiyama. J'ai vu le match, une partie du match. Il a fallu s'arracher. Je ne sais pas s'il est pas loin des 3 heures de jeu sur ce match-là, donc je pense que c'est un match qui va quand même pas mal lui peser physiquement. Je pense que au niveau de la fraîcheur, le fait qu'il soit à la maison et le fait qu'il puisse déployer sa puissance, si ça rentre dans le court, Tommy Paul c'est magnifique, si ça rentre pas dans le court c'est très compliqué. Donc c'est un joueur un peu ce que j'appelle un peu coast to coast, c'est-à-dire que si ça rentre dedans, bah, tant mieux, mais faut que ça rentre quoi. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Ensuite, donc pour moi j'éviterai ce match. Sandgren contre Sonego, pour moi ça sera Sandgren sur ce match-là. Si je devais, alors sans cote, sans cote, pour moi ça serait Sandgren sur ce match-là. Maintenant, Sonego pour moi sur dur c'est trop léger, beaucoup trop. C'est trop soft. Il peut pas se reposer sur son service. Il a parfois des déconnexions en termes de mental. Il peut vite péter un plomb. Tennis Sandgren, on a vu qu'il savait perfer. Il savait aller dans des Masters 1000 et se taper et se faire des quarts ou des demi. Il sait faire, il a l'expérience pour. Des gros tableaux, etc. Voilà. Maintenant, après, la cote a totalement chuté. Elle a commencé autour de 1,80, 1,75 et elle est maintenant autour de 1,56. Donc la cote a beaucoup trop chuté, sachant que Sandgren en plus a pas forcément fait des super perfs en exhib au World Team Tennis et tout. Donc non, je prendrais, si vraiment on devait me mettre un flingue sur la tempe, je prendrais Sandgren. Maintenant, au vu de la cote, ça m'emballe pas trop. Le vainqueur de ce match rencontrera le vainqueur de Basilashvili contre Auger Aliassime. Je pense très sincèrement que Basilashvili n'a plus trop la tête au tennis. Il a des affaires personnelles et familiales qui lui prennent un peu trop dessus. Il est en suspens dans une enquête, enfin il fait partie des suspects dans une enquête de matchs truqués, de matchs avec à paris truqués. Donc je pense qu'il va falloir faire attention aussi à cette affaire-là, parce que si c'est lui qui ressort, je pense que le gars va être banni à vie. En tout cas, de ce qu'on a pu voir en début de saison, c'était affreux. Il n'y a pas d'autre terme, c'était affreux. Donc je pense que le garçon est déconnecté du tennis. Il joue Auger Aliassime, qui est pépite mondiale qui monte. Auger Aliassime a déjà battu 2 fois Basilashvili. Une fois sur dur à Miami et l'an dernier, et une fois à Lyon l'an dernier aussi, mais c'était sur terre évidemment. Donc voilà, après la cote a complètement drop pour Auger Aliassime. L'opening était 1,42, ça a fini on est sur du 1,28 maintenant.
Je vous aurais dit la cote aurait été à 1,35, je vous aurais dit à recombiner, pourquoi pas. Mais là ça m'intéresse pas du tout. Donc au jeu Aliassim, je pense qu'il du coup devrait jouer contre Sungren. Je pense normalement. Pas facile par contre, hein, Sungren contre Roger Aliassim. C'est pas un cadeau. Faudra voir les matchs du premier tour pour pouvoir se positionner potentiellement, mais c'est pas un match facile à bet, je pense. Dans la deuxième partie du premier tableau, on est sur du Shapovalov contre Silic, très beau premier tour. Là, autant vous dire que rien du tout, je sais pas, parce que Shapovalov, on sait pas, il a rien donné, il a rien montré. Puis Shapovalov, c'est très irrégulier, ça peut vite péter un plomb, ça peut vite faire premier tour ou quart de finale, donc c'est un peu ça. Shapovalov, s'il arrive à se concentrer sur tout le match et à montrer ses qualités sur tout un match, il est très très relou. Le problème, c'est qu'il a des sauts de concentration et qu'il y a des fois il pète des plombs, tout simplement. Ou alors il est nonchalant et qu'il lâche le match. Donc c'est très compliqué à aller chercher. Et Silic avait montré un bon tennis à l'Adria Tour. Malheureusement, il y a eu un peu le fiasco de l'Adria Tour derrière. Donc pas simple, je pense que psychologiquement il a quand même été marqué aussi. Alors peut-être moins que Djokovic quand même, parce que lui on l'a vraiment démonté, mais enfin les médias l'ont démonté, parce que moi je l'ai pas démonté. Mais ce que je veux dire, c'est que Silic, je pense, a été quand même pas mal touché par ça. Donc voilà, je suis incapable de prononcer sur ce match-là. C'est un match qui, je pense, devrait être serré. Si Shapovalov est sérieux, il peut remporter ce match. Maintenant c'est pas du tout dit qu'il soit sérieux, quoi. Donc voilà, j'en sais rien. Très sincèrement, je sais pas et j'ai besoin d'avoir des matchs pour me positionner sur ces deux joueurs. Le vainqueur de ce match rencontrera Struff contre De Minaur, pareil, un très beau premier tour. Très beau premier tour, on sait que De Minaur a eu des problèmes, il me semble, avec le Covid. Je rappelle, en début d'année, il y a eu les incendies en Australie, ça aussi, psychologiquement, ça a dû pas mal le toucher. Donc je pense que De Minaur a vécu un début d'année 2020, un peu comme tout le monde, hein, vous me direz, mais un peu tendu. De Minaur a l'avantage au niveau de l'historique sur Struff, notamment en indoor à Bâle l'année dernière. Il gagne 2-0 et il gagne en 3-7 à Indian Wells en 2018. Je mets également De Minaur sur ce match-là. Pas une énorme confiance non plus. Struff, c'est quelqu'un qui frappe fort, qui est très puissant, qui peut se reposer sur son service. C'est quelqu'un qui joue très très bien, qui est très complet, qui était un peu trop terrien, et je pense qu'il en avait marre un peu de se prendre des roustes sur dur. Malgré tout, ça reste quand même un spécialiste de terre. Sa balle pèse beaucoup plus sur de la terre que sur du dur. De Minaur a un jeu beaucoup plus adapté pour le dur, mais pour un dur qui est un dur comme on peut avoir en Australie, un dur qui est un peu plus lent. Là, on est sur un dur qui va être très rapide. La balle va aller très rapidement. Le rebond devrait potentiellement être pas forcément au niveau de la hanche, enfin peut-être en dessous de la hanche, évidemment, en fonction de comment on frappe la balle, mais globalement, on devrait avoir la balle qui devrait arriver au niveau de la hanche. Donc, c'est pas forcément simple parfois à frapper ce genre de balle. On aimerait plutôt avoir au niveau de la poitrine, hein, pour pouvoir déployer toute la puissance qu'on souhaite. Donc voilà, et Struff, je suis pas emballé par ses parcours. Après, le De Minaur, c'est quand même un jeune, voilà, c'est quelqu'un qui est au haut niveau. Il peut se reposer malgré tout sur sa mise en jeu aussi. Donc je pense que ça peut être un match assez serré. Je serais pas étonné de voir un tie-break sur ce match-là. Mais je vois un 6-4, 7-6, 7-5, un truc dans le genre, un truc un peu à l'arrache, compliqué. Donc voilà, pour moi, si vous voulez tenter le fait que Struff soit à 2,50, autour de 2,50, pourquoi pas, ça peut se tenter, mais voilà, je suis pas trop inspiré sur ce match-là. Pour moi, dans ma tête, je vois De Minaur gagner. Après, je serais pas du tout surpris par le fait que Struff gagne. À tenter, pourquoi pas un set de Struff, sinon, c'est combien ça un set de Struff? Je vais regarder ça rapidement si je peux trouver. On a du 1,65 en set de Struff, c'est pas mal. C'est pas mal. Si vous voulez sécuriser un peu le truc, c'est pas mal. On a du Struff à 2,65, hein, pardon. Les cotes sont pas actualisées sur le site que j'ai.
Mais voilà. Tac tac tac. Alors oui, c'est les codes que je vais vous donner la plupart du temps, c'est des codes Pinacle, hein, tout simplement. Et si vous n'êtes toujours pas inscrit sur Pinacle et que vous voulez une inscription sur Pinacle, vous venez me parler en message privé. Et on se chargera de ça aujourd'hui. Si vous n'avez pas Pinacle, ça va être compliqué de gagner de l'argent dans les paris sportifs, les amis. Autre premier tour, paire contre Coric. Alors là, paire, autant vous dire déjà de base, déjà moi c'est blacklisté. Ensuite, Coric, il peut tout faire. Il peut tout faire. Mais par contre, ce que je sais, c'est que Coric, en termes de préparation, je pense qu'il n'a pas dû. Pareil, hein, dans le même esprit que dans l'Adria Tour, je pense qu'il n'a pas trop kiffé la pression psychologique qu'on a pu mettre sur ce garçon. Borna Coric, alors, il s'obstine à jouer sur dur. Pour moi, c'est plus un garçon qui devrait réussir sur terre battue. Pour moi, il a plus un jeu de terre battue, ce mec-là. Après, voilà. Libre à vous de déterminer cela. Mais c'est un garçon qui est très irrégulier et qui surtout a besoin de rythme et qui a besoin de préparation. Alors que Benoît Paire, lui, il s'en fout. Il n'a pas besoin de rythme. Il arrive, il joue. On a vu des vidéos où le mec qui s'entraîne pas, etc. Il est sur le court, il est rôti. Mais Benoît Paire est capable de tout. Et Coric, ça va le rendre fou. C'est un mec qui est très organisé, etc. Donc... voilà, alors Coric a gagné 2 fois contre Benoît Paire sur dur, c'était à Cincinnati en 2016 et Dubaï en 2018, mais là, dans la situation dans laquelle on est, je rappelle que Benoît Paire quand même, voilà, il a fait l'Ultimate Tennis Showdown avec donc de Patrick Mouratoglou au niveau du mois de juin-juillet. Il s'est amusé à faire ça pour garder la forme et tout, et parce que évidemment il y avait du blé à aller chercher, donc tant qu'à faire, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je suis incapable de prendre quoi que ce soit sur ce match-là. Je pense que Benoît Paire peut vraiment embêter Coric parce que l'autre il est complètement dingue et qu'il peut faire des trucs de fou et que Coric il va dire mais qu'est-ce qu'il me fait et que l'autre je sais même pas s'il sait ce qu'il fait. Mais voilà, si Paire est concentré et qu'il a envie de gagner, il gagnera. Clairement. Krajinovic contre Caruso. Caruso qui est sorti des qualifications. J'ai beaucoup de mal à voir Caruso faire quelque chose dans ce match-là. Il a gagné quand même Sinner et Thompson en qualification. C'est pas n'importe qui quand même. Je le voyais pas forcément gagner contre Thompson. Et il a gagné en 2-7. Donc belle perf. Après, donc je vois que Krajinovic a gagné. Par contre, la cote à 1,36 là, c'est pas possible. Alors je vais regarder si... ouais, 1,36. Et ça drop encore. Pour moi, ça se prend pas. J'ai pas assez de. Voilà, on est sur un mec qui sur des qualifs, il est en confiance, il a pris du rythme. Caruso, il me semble qu'il a joué en Italie, il me semble avant. Non, même pas. Non, peut-être pas, en tout cas, ça n'a pas été référencé, mais a priori, il n'a pas joué en Italie avant. Il me semblait pourtant qu'il avait fait des matchs là-bas. Bref, Krajinovic, lui, par contre, a joué à l'European Eastern Championship, là, donc une sorte d'exhibition. Où il a tout gagné. Donc voilà, mais lui, j'ai pas du tout de. Krajinovic, je sais que lui, Day One, il va arriver, il va être en forme. C'est un gars qui est assez rigoureux sur sa forme physique, donc je suis pas forcément trop inquiet là-dessus. C'est un mec assez chiant quand même à déloger, Krajinovic. C'est jamais simple de jouer Krajinovic. C'est un mec, il est puissant, il va essayer de maintenir sa mise en jeu, ça va être chiant à breaker. C'est quelqu'un qui est assez relou. Donc contre Caruso. Je pense que Caruso a un déficit en termes de puissance et surtout sur son revers. Je pense que si Krajinovic joue sur le revers de Caruso, j'ai beaucoup de mal à voir Caruso maintenir Krajinovic quand ça arrive sur le revers. Voilà. Donc, mais par contre, la cote est dégueulasse donc, de Krajinovic, donc je ne prendrai pas. Fritz contre Lloyd Harris, là c'est pareil, pour moi mon choix va vers Fritz parce que c'est un américain, il a montré de très belles choses lors de World Team Tennis. C'est un mec qui à un moment donné, je pense dans sa vie, va quand même faire une perte sur un Masters 1000. Ce mec là fera un quart, une demi, j'en suis quasi sûr. Lloyd Harris c'est bien, c'est un Sudaf. C'est bien pour un ATP 500. Pour un Masters 1000, j'ai beaucoup de mal.
J'ai beaucoup de mal à y croire. Faut quand même ne pas négliger la patte gauche qu'il a, enfin la patte droite, pardon, mais c'est son revers, pardon. Qui a un revers qui est assez intéressant. Il a un revers slicé qui peut vraiment embêter Fritz. Et ça, il aime pas trop notre ami Fritz. Donc voilà, après, Fritz est beaucoup plus complet et normalement, il n'y a pas de cadeau sur ce match-là. Après, voilà, la cote à autour d'un 45, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. J'aurais eu du Fritz autour d'un 60. J'aurais. Voilà, mais là, un 40, un 48, ça m'intéresse pas. Tiafo contre Murray, voilà, c'est pareil. Tiafo, si dans un jour où ça rentre et ça rentre tout dans le cours, bah, c'est magnifique. Et un jour où il pète un plomb et qu'il a envie il a envie de mettre 20 fautes directes, bah, il va faire 20 fautes directes. Donc voilà, Tiafo, gros potentiel hein, ce mec-là, mais déjà le problème c'est qu'il a il a un coup droit qui est vraiment particulier. En termes de prise de raquette, c'est vraiment spécial. Euh, je pense que c'est ce qui fait qu'il ne pourra pas forcément beaucoup plus se step up. Là, il est 80e mondial, il me semble. Je pense qu'il pourra faire top 50 à la rigueur s'il fait des perfs, mais voilà. C'est un joueur qui est limité, je pense, par son jeu, tout simplement. Il joue un Andy Murray voilà, Andy Murray, est-ce qu'il a mal à la hanche, etc. Donc, il est plus dans l'extra sportif et l'extra tennis que dans le tennis actuellement. Après, je suis content hein, de voir du Murray sur le terrain. Clairement, ça va vraiment me faire plaisir. Ils ont mis Murray Favo. Je... Alors, oui, Murray est plus complet. Mais Murray, quand il est sur deux jambes, là, je sais pas du tout comment il s'est préparé, Andy Murray. Je sais pas du tout. Sincèrement, je ne sais pas. Par contre, je pense que s'il veut avoir une chance, c'est maintenant. Parce que l'US Open en 3-7 gagnant, il pourra pas. Au meilleur des 5-7, il pourra rien faire, Andy Murray. Parce que physiquement, il n'a pas la caisse. Par contre, sur un premier tour comme ça, et surprendre un Frances Tiafoe qui est nonchalant et qui n'a pas envie de jouer ou qui a envie de jouer à moitié, ouais. Ouais, ça, ouais, par contre, ouais, il n'y a pas de problème. Ça c'est tout à fait possible. Donc ouais, Tiafoe contre Murray, c'est tout à fait plausible que Murray puisse gagner maintenant à 1,72. Non. À 1,74, pardon, non, je prends pas. Clairement, je ne prends pas. Pour moi, j'aurais mis du 1,90 déjà, parce que pour moi, c'est un match qui est relativement even. Voilà, pour moi, Murray, c'est pas valu et c'est très compliqué à parier en plus. Berankis contre Paul, on l'a fait. Kouiré contre Raonic. Alors Raonic, on a vu des photos circuler comme quoi il était énorme, il était gros, il avait une bedaine énorme. Une photo avec Diego Schwartzman. Alors effectivement, il est gros, mais Raonic n'a jamais été fit. Au début de sa carrière, il a été fit, puis après il a découvert les kebabs, et voilà. Donc ça n'a jamais été un joueur qui a été fit, c'est toujours un joueur qui a eu de la bedaine, c'est toujours un joueur qui a eu de la... mais qui s'en est relativement toujours sorti. Après, le problème de Raonic, c'est pas son poids, hein. C'est dans le mental, c'est dans la tête. Hein. C'est un mec qui, à un moment donné, il est tellement nonchalant que s'il a envie de lâcher un match, il lâche un match à tout moment, même s'il le gagne. Donc, c'est compliqué. Raonic, on ne sait pas du tout où c'est qu'il en est en termes de forme, en termes d'envie, en termes d'ambition. Il joue Sam Querrey, qui est un joueur que moi j'apprécie énormément. Il a une grande palette technique. Il a un arsenal qui est vraiment intéressant. Il sait quasiment tout faire avec une raquette, il n'y a pas de souci. Mais il a une mise en jeu qui normalement est capable de tenir et tout. Mais il y a des fois où il pète un plomb et tu sais pas pourquoi. Et il lâche des jeux et il perd des matchs comme ça alors que le mec n'était pas dominé. C'est-à-dire qu'il y a des fois, Kouiré perd de matchs. T'as pas la sensation que l'autre il l'a écrasé quoi. T'as pas la sensation que l'autre il l'a vraiment battu quoi. Juste il lui a filé des balles et vas-y, tiens, je te l'offre le match. Donc Quiré il est très frustrant comme joueur et c'est parfois un peu difficile de déceler le vrai du faux avec lui. Donc ouais, Quiré contre Raonic, c'est un match, ça peut faire 7-6, 7-6, 7-6, je serais pas surpris. Les deux ne peuvent ne jamais perdre leur mise en jeu. Donc voilà, après sur les confrontations, ils ont joué 3 fois sur dur, 2 fois sur gazon. 3 fois sur dur, 2 fois sur gazon et 2 fois en indoor, c'est ça.
Donc ils ont joué 7 fois du coup, c'est bizarre. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Raonic a gagné 2 fois sur dur et Kouiré une fois à Miami, mais Miami il avait abandonné notre ami Raonic, enfin il n'avait pas eu le match. Donc en fait Raonic a gagné 2 fois sur dur, c'était 2 fois à Indian Wells, pas du tout la même surface, donc on peut pas comparer. Je suis incapable de me positionner sur ce match-là, mais si je devais me positionner et qu'on devait me mettre un flingue sur la tempe, je pense que je prendrais Kouiré parce qu'il est au-dessus de 13 et que du coup c'est intéressant. Voilà, tout simplement. Mais c'est un match que je laisserai parce qu'il peut absolument tout se passer. Il peut y avoir des tie-breaks, il peut y avoir 6-4, 7-5, 7-6. Ça m'intéresse pas. Fuxovic contre Gombos. Fuxovic a été impressionnant en qualification. Un gros niveau de prépa physique. Le mec est pas venu là pour enfiler des perles, clairement. Sa cote est en train de drop un tout petit peu. Ça a ouvert à 1,46, c'est 1,42 maintenant. Contre Gombos, je pense que jusqu'à 1,40, c'est pas mal à prendre, soit à prendre en sec, si c'est en fonction de votre stratégie, soit à recombiner si vous le souhaitez. Fuxovic est un joueur très complet et qui pour moi contre Gombos ça va être compliqué. Gombos c'est quand même beaucoup plus un terrien qu'autre chose. Euh, Ils se connaissent, ils se sont déjà rencontrés 3 fois, dont 2 fois en 2011-2012 et c'était sur des futurs donc ça compte pas. Mais une fois c'était en 2014, c'était sur terre et c'était un challenger de Todi en Italie, donc pas très intéressant comme référence sur laquelle se baser. Non, moi ce que je vois c'est que Fusovic contre Nakashima et Martinez, il les a déroulés. Il les a vraiment enchaînés et déroulés. Ce que n'a pas forcément fait Gombos contre Travaglia et Kwon. Alors galérer contre Travaglia sur dur en plus, j'ai un peu de mal avec ça. Après, en plus, ça a été un match, ça a été 7-6, 6-4, 6-4. Hein, donc, clairement, ça a été compliqué. Et il a joué contre Kwon, où il me semble que le match aussi c'était pareil. Voilà, c'est ça, 7-6, 7-6, 6-4. Donc, des matchs longs, durs, compliqués. Pour moi, je vois Fuxovic gagner en termes de fraîcheur et même en termes de tennis, tout simplement. Il est beaucoup plus complet. Et moi, je l'ai vu physiquement très au point, Fuxovic. Donc voilà. Après Gombo c'est un joueur qui va toujours s'arracher, qui va rien lâcher. Donc c'est très chiant de parier sur ce genre de mec là parce que bah, forcément le mec il va rien lâcher, c'est très chiant. Mais je vois quand même Fuxovic gagner. En dessous d'un 40 je ne prendrai pas. Mais au-dessus d'un 40 ça m'intéresse. Donc voilà. Corda contre Rutsuwori, alors là on a de la jeunesse, hein, on a du 2000 et 1999, donc on est sur de la jeunesse, messieurs dames. Je mets un gros avantage au Rotsuwori. Corda a bénéficié d'une absence de Gilles Simon. Alors je sais pas, j'ai pas regardé le match, mais Gilles Simon a perdu 11 jeux de rang. 11 jeux d'affilée, il a perdu. Donc à partir de ce moment-là, bon, c'est sûr que c'est compliqué pour gagner un match. Il avait gagné le premier set, Gilou, et puis derrière il s'est pris une bulle dans le deuxième. Et puis il me semble qu'il prend un du coup dans le troisième, ouais c'est ça. Donc alors qu'est-ce qui s'est passé pour Gilles Simon? Est-ce qu'il a été blessé, etc. Sachez quand même que Gilles Simon, il déteste jouer aux États-Unis. Il déteste ça. Il aime pas ça. Donc voilà. Corda qui avait fait 3-7 contre Balaj, l'Hongrois, au tour précédent. Balaj qui est un bon joueur mais quand même plus basé sur de la terre plutôt que le dur, donc je suis pas forcément surpris. Rutsuburi est beaucoup plus stable en termes de mise en jeu, en termes de service. Il a bénéficié aussi de l'abandon de Montero dans le deuxième set. Et il a déroulé contre Chardy. Le mec arrive en forme. Il a gagné tous ses matchs à l'Eastern European Championship. Rutsuburi, pour moi, peut vraiment marquer de son empreinte et montrer un petit peu qui c'est. Le mec a déroulé en Challenger, il a déroulé en ITF. Voilà, pour moi, Rutsuburi sur ce match devrait gagner facilement. Maintenant, voilà, c'est du 1,30, 1,39, 1,40. Alors, si vous arrivez à choper du 1,40, c'est merveilleux. Si vous arrivez à choper du 1,40, c'est merveilleux. Je vais regarder directement. Est-ce qu'on l'a? J'ai pas de cote, moi, a priori. Attendez, je regarde. Hein. Je suis désolé. Ouais, moi sur mon bookmaker, j'ai toujours pas les cotes, mais ça devrait pas tarder. Mais en gros, vous devrez avoir
Du 1,40 ou alors c'est que je le vois pas tout simplement. Donc à 1,40, pareil, soit à prendre en simple en fonction de votre stratégie ou alors en combiné. Je trouve que Rotsuri ça vaut le coup. Wolf contre Gasquet. Alors là, les amis, clairement, il y a une énorme value sur Wolf. Alors, Richard Gasquet, physiquement, je sais pas du tout c'est qu'il en est. Le mec il devait se refaire opérer, il a un truc qui a rechuté. Wolf vient des qualifs, il a battu Gerasimov en 2-7 et Mounard qui, attention, Mounard, physiquement, le mec, il est costaud. Il est fit de ouf. Et Mounard, je pense que. Alors là, il a choisi d'aller sur dur, parce que je comprends pas trop. Mais bon, ça après, c'est autre chose. Mais sur terre battue, je pense que sur terre, Mounard peut faire des dégâts. Donc, voilà, suivez Mounard, parce que je pense que c'est un mec il avait perfé il y a 2 ans. L'année dernière, il n'avait pas forcément très bien joué, il n'a pas fait de perf, etc. Tout le monde était en train d'un peu de le savater. Là, je pense qu'Andoni, il a dû, pendant le confinement, ça a dû réfléchir, cogiter un peu. Et je pense que le gars s'est dit, attends, j'ai pas envie de me faire rouler dessus pendant des années encore. Donc voilà, pour revenir sur le match contre Wolf, c'est un joueur que je qualifierais un peu à la Kyrgios. C'est un malade. C'est un malade. Sur un court, c'est un showman. C'est un mec qui frappe des balles dans tous les sens. Il dégage une puissance qui est incroyable. Il frappe des coups comme à la Kyrgios, là, à hauteur de hanche. Bam, il te met une espèce de coup de fusil. Il est incroyable. Richard Gasquet va vraiment être emmerdé contre ce type de joueur-là. Très sincèrement, Richard, en plus, l'avantage qu'a Richard, c'est que du coup, avec son revers, il peut vraiment se permettre de contrer Wolf, du coup. Mais Wolf est très complet, il monte rapidement au filet, il va vite agresser Richard, ça va vraiment emmerder Richard qui lui aime poser son jeu, aime un petit peu plus prendre son temps, avoir la balle qui rebondit, etc. Donc ça va être compliqué je pense pour Richard Gasquet et vraiment moi je vois Wolf gagner et pourtant la cote a priori est en train de remonter un petit peu pour Wolf par rapport à l'opening, ce que je comprends pas forcément. À moins si j'ai pas d'infos et que voilà. Mais pour moi, le coup de poker à tenter, ce que pour moi je trouve intéressant, c'est Wolf. Alors après, voilà, Gasquet a une demi-finale de Cincinnati à conserver. Donc c'est vrai qu'en termes de motivation, forcément, c'est beaucoup plus. Forcément, il y a de quoi faire. C'est logique en termes d'application. Je pense que le mec va jouer. Après, Gasquet sur l'Ultimate Showdown, Tennis Shonen, il a plutôt bien joué. Il a montré un bon niveau de jeu. Maintenant, il faut voir ce qu'il en est. Moi, personnellement, je serais vous. Si vous avez envie de tenter un coup de poker, j'irais sur Wolf. Wolf, il est à combien? Je l'ai vu la cote passer tout à l'heure. Ouais, là, vous avez du 2,36. Je pense que vous pouvez choper du 2,40. C'est un coup à tenter. Pour moi, pour moi, il n'y a pas de regret. Je pense si sur le long terme, pour moi, il y a une value sur Wolf sur le long terme. Je pense que vous êtes gagnant avec ce genre de cote-là, notamment en fait, surtout en termes de value, parce que pour moi, Wolf a le même niveau que Gasquet aujourd'hui, voire peut-être supérieur. Donc voilà. Bedene contre Garin, c'est deux purs terriens. Garin qui est capable du meilleur comme du pire, mais surtout du pire. Bedene a été sérieux sur sa phase de qualif, il a battu Kudla et Denis Novak, l'Autrichien. Garin, on l'a pas vu jouer depuis Santiago, donc début d'année. Je mettrai un avantage Bedene, maintenant à 65, ça m'emballe pas plus que ça. Je pense que Bedene a vraiment trouvé un rythme en termes de service. En termes de mise en jeu, il arrive beaucoup plus à tenir sa mise en jeu désormais Bedene, donc je pense que c'est vraiment une force pour lui et du coup il arrive vraiment à asseoir son jeu et son tennis quand il le souhaite. Voilà, je mettrais Bedene. Après Garin, au talent, le mec est capable, mais hors de forme. Enfin, je pense qu'il n'est pas forcément en rythme et qu'un mec comme ça a besoin de rythme. Alors que Bedene il n'a pas un tennis qui a besoin forcément de rythme, il joue pas forcément en cadence, donc voilà. Je mettrais en avantage Bedene, mais c'est pas un match qui m'emballe plus que ça. Mackenzie McDonald contre Marcos Giron, donc là c'est deux qualifiés qui se rencontrent.
En gros, on est sur du 1,90, 1,90. McDonald's est légèrement favori sur ce match-là. Ces deux Américains, ils ont quasiment le même profil de jeu. Euh, Franchement, ça m'emballe pas. C'est pas un match qui m'intéresse. Après, Giron évidemment a plus d'expérience. Donc peut-être qu'à l'expérience ça peut jouer, mais j'ai rien qui m'inspire sur ce match-là. Ça m'intéresse pas. Dimitrov contre Hugo Humbert. Dimitrov a été catastrophique lors des matchs de préparation. Adrien, où est-ce qu'il a pu aller, etc. Il était catastrophique. C'est un joueur qui a été positif au Covid. Donc à voir comment il va se faire. J'ai vu des photos de lui. Il paraît pas non plus en méga forme olympique, hein. Physiquement, c'est pas non plus la folie. Donc je pense que Hugo Humbert a un vrai coup à jouer. Je pense que Hugo Humbert a un vrai coup à jouer. Il s'était joué l'an dernier au Masters 1000 à Paris, donc en indoor. Dimitrov a gagné en 3-7. Mais ouais, j'ai pas du tout été rassuré par le jeu de Dimitrov durant l'UTS ou même l'Adria Tour. Il a vraiment été catastrophique. Donc voilà, mais je sais pas du tout ce qu'il en est de Hugo. Hugo qui a quand même un joueur qui a besoin quand même de mettre en place son jeu, d'avoir un rythme et d'être bien installé dans un tournoi pour s'y sentir bien. Donc voilà, après c'est pas un joueur qui déteste les États-Unis, loin de là, Hugo Humbert, donc je pense qu'il est capable de perfer et je pense qu'il est totalement capable de battre Dimitrov. D'ailleurs, quand on voit Dimitrov outsider contre Hugo Humbert, ça fait quand même peur, mais en même temps c'est assez logique. Euh, je mettrais du coup un avantage à Hugo Humbert sur ce match-là. Maintenant, à 1,75 alors que l'opening était à 1,80, 1,96, 1,95. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu que c'est drop autant. Je pense que Hugo Humbert c'est bon à prendre à un 80-85, mais là ça va pas remonter. Les gens qui ont fait varier la cote, je pense pas que les gens vont se précipiter sur Dimitrov, loin de là. Donc je mettrais Hugo Humbert, mais la cote m'embête un peu et j'aurais préféré un petit peu plus du 1,85. Donc voilà. Je prendrais pas. Maintenant, je pense que si j'avais pareil, si j'avais un truc à mettre et que j'avais un flingue sur la tempe, je mettrais la victoire d'Hugo Humbert. Daniel Evans contre Andrei Rublev. Rublev qui est une partie de tableau, enfin vous le verrez après dans les quarts, etc. Je l'ai mis en quart. Mais attention, Daniel Evans, c'est chiant, c'est chiant. Il te fait déjouer le mec. Le mec te fait déjouer, c'est horrible. Rublev, c'est un joueur qui il a frappé tout le monde en début d'année. Il frappait tout le monde. Il était dans une folie incroyable. Il jouait un tennis totalement dingue. Il y a eu la coupure. Là, après, il a joué sur le tournoi de team. Là. J'ai pas du tout regardé ce qu'il a fait. Bon, visiblement, il a gagné des matchs contre Team, Berrettini, Casper Ruud, Struff. Bon, ça va. Je pense que le mec, du coup, il est reparti comme s'il était bien. Alors ça, c'était déjà au mois de juillet, donc il y a un gros mois qui est passé maintenant. En face, il joue Daniel Evans, qui est un joueur qui va le faire déjouer, qui est vraiment chiant. Vraiment, Daniel Evans, c'est vraiment relou. C'est pas un premier tour facile à parier. Je mettrais un avantage à Rublev. Par contre, je mettrais pas un avantage à Rublev à 1,45. Clairement pas. Clairement pas. Je le mets pas à 1,48, pardon. C'est pour ça. Et je pense qu'il y a des gens qui sont en train de prendre Evans parce que Evans à 2,85. C'est vrai que ça mérite une pièce quand même sur Evans. Voilà. Intrinsèquement sur le jeu, je mets Rublev, mais Evans peut tellement le faire déjouer que voilà, c'est un match que je préfère m'abstenir. Mais si vous voulez jouer la value, je pense que la value est clairement côté Daniel Evans là-dessus. Mais voilà, pour moi ça sera no bet. Manarino contre Millman, je mets un avantage à Millman. Par contre, je pense que ça peut vraiment être un match hyper serré. Manarino a besoin de rythme, plus je pense que Millman. Millman a pas mal décrié la situation, donc comment les États-Unis c'était au niveau sanitaire. Donc je pense qu'il ne doit pas être non plus super ravi d'avoir été aux États-Unis. Maintenant il est là, donc il est là pour jouer, il est là pour gagner des matchs. Millman avait gagné en 3-7 l'année dernière contre Manarino. Je me rappelle, j'étais à Tokyo dans un match. Les mecs, il n'y en avait aucun qui voulait gagner le match, donc c'était assez ouf.
C'est un peu drop pour Millman parce que ça avait quand même ouvert autour d'un 98 et là maintenant on est sur un 83, 85. Donc ça m'embête un peu. Je mets un avantage Millman, mais là-dessus je prendrai rien. Je vois pas du tout. Enfin, il peut tout se passer dans ce match-là. Mais voilà, je verrai un match très serré. Isner contre Urkach. Isner a été papa durant le confinement. Je pense que c'est quelque chose qui lui a touché. En tout cas, il l'a montré sur les réseaux sociaux. Il était très heureux de cela. C'est un joueur qui a eu des pépins physiques pendant un petit moment. Je sais pas du tout ce qu'il en est au niveau de sa forme. J'en sais rien. Je sais pas. Je l'ai pas vu j'ai pas regardé l'exhib américaine qu'il y a eu là, début juillet. Je sais pas du tout ce qu'il en est. Urkach, lui, a enchaîné les matchs entre mai et juillet. Euh, Pas forcément, enfin voilà, contre des adversaires qui étaient clairement à sa portée, donc pas très important. Isner avait battu l'an dernier à Washington contre Urkach 6-4, 6-4, mais voilà, c'est deux joueurs qui peuvent clairement tenir leur mise en jeu. Aujourd'hui, le problème c'est qu'Isner, ça va être, enfin, alors il est difficilement breakable, mais qu'est-ce que c'est difficile pour lui de breaker quoi, aussi du coup. Donc c'est un match très compliqué à parier. Je mettrais un léger avantage Isner, mais jamais un 75, je le prends pas. Donc voilà, je pense que pareil, un peu à l'image dans un match équilibré comme ça, où vous avez un mec qui est autour de 2-10, 2-20, 2-15, un truc dans le genre, voilà, je pense que la value se trouve plus sur Urkach que sur Isner, mais je suis incapable de parier quoi que ce soit sur un duel de serveurs comme ça. Casper Ruud contre Diego Schwartzmann, bah, c'est la jeunesse contre l'expérience, ça reste deux terriens. Je pense que Schwartzmann a l'expérience d'aller loin. Il est bien physiquement en plus, il s'est bien préparé. Donc Schwartzmann normalement devrait gagner ce match contre Casper Ruud qui, s'il met tout dans le cours, par contre, ça peut vraiment être embêtant parce qu'en termes de puissance, il est beaucoup plus puissant. Il peut être beaucoup plus puissant que Schwartzmann, mais Schwartzmann a une qualité de contre qui est vraiment folle. Et ça va vraiment jouer des tours par rapport à Casper Ruud. Il y a eu trois confrontations entre les deux. Il y en a un où Ruud a dû abandonner, c'était à Rio en 2018. Il y a eu, ça s'est joué en 3-7 sur terre à Hambourg en 2018 et Schwartzmann avait gagné 3-0 à l'Open d'Australie en 2018. Donc je mettrai un avantage à Schwartzmann. Après la cote est à 1,51, 52, ça tourne autour de 1,50, 1,55. Je suis pas forcément trop emballé par la cote. Après, je vois quand même Schwartzmann gagner. Ça peut être un match qui peut un peu l'embêter. Mais voilà. Kachanov contre Bublik. Je sais rien. Bublik, il peut tout se passer. Il peut tout se passer avec Alexander Bublik. C'est un malade mental. C'est un fou. C'est un fou. Sur un cours de tennis, il est complètement dingue. Il peut absolument décapsuler et être comme un dingue. Donc, ouais, je sais pas du tout ce que Bublik est capable du pire comme du meilleur. Kachanov, il a vraiment pas montré un bon début de saison. Kachanov, il a vraiment été horrible. Physiquement, il n'était pas présent. Euh, Prendre Kachanov à 1,48, c'est vraiment pas hyper intéressant. Franchement, voilà, je sais pas. Pour moi, c'est un match à éviter. Il n'y a rien à en tirer. C'est des mecs qui peuvent tenir leur service pendant un bon moment. Bublik est tellement fou qu'il peut faire craquer Kachanov. Clairement, il peut vraiment le faire craquer. Maintenant, c'est dépend si Bublik il a envie de jouer. S'il a envie de jouer, il peut vraiment être chiant et ça va être un match qui peut vraiment être intéressant à regarder. Pas forcément à prendre en live ou quoi, mais à regarder, ça peut être intéressant. Maintenant, en pré-match, jamais je prends quoi que ce soit. Voilà, j'ai fait le tour au niveau des premiers tours. Alors j'ai un peu mélangé, hein, vous m'excuserez, mais j'ai un peu mélangé tout ça. Au niveau du tableau, hop, je sais pas si vous allez voir, mais je vais vous le montrer comme ça. Je vais vous le faire basculer. Alors au niveau des quarts de finale, donc au niveau du premier quart de tableau,
Je vois Djokovic gagner. Voilà, il va falloir qu'il joue Berrenkis ou Tommy Paul au second tour. Il va falloir qu'il joue en 16e de finale probablement contre Auger Aliassime ou Tennis Sandgren. Clairement, voilà, pour moi, ça va en quart facilement, sans trop de problèmes, malgré le fait qu'il était positif au Covid, malgré le fait que il a beaucoup de pression psychologique sur lui et tout, mais le mec, voilà, il va arriver. S'il est à Cincinnati, il n'est pas arrivé la fleur au fusil, hein. Il est arrivé en mode je suis là pour tout défoncer. Donc voilà, je vois David Goffin passer, mais alors là, attention, hein, c'est pas un cadeau sa partie de tableau, hein, parce qu'il va falloir qu'il joue soit contre Per ou Coric. Alors s'il joue Coric, ça va aller. S'il joue contre Per, ça peut le rendre dingue. En plus, ils se connaissent bien les deux. Struff, Dominor, Shapovalov, Silic, quel que soit le mec, c'est chiant. Quel que soit le mec, c'est relou. Si c'est Struff, il va le tenir. Mais si c'est Shapovalov, l'autre, il peut absolument être il peut être en feu total et ça peut être chiant à contenir. Silic, c'est toujours un mec qui est toujours un peu relou, très sérieux. Ils ont un peu le même style de c'est un peu le même profil de joueur avec Goffin. Je mettrais quand même un avantage à Goffin sur une confrontation directe, mais Silic peut très bien le battre. Et de Minor, attention. Struff, pour moi, je pense, c'est un peu un cran en dessous contre Goffin. Il sera plus à même de pouvoir le contrer plus facilement. Et ça, Struff n'a pas forcément d'armes pour le contrer. Mais voilà, donc Goffin, c'est pas dit, hein. Goffin, par contre, voilà, il a quand même une finale à défendre. Donc je pense que quand même le garçon, il vient ici, il vient pas pour cueillir des cerises. D'accord ? Donc voilà, je vois Goffin quand même aller en quart de finale, donc du coup avec Djokovic qui gagnera pour moi ce quart de finale pour aller en demi. Ensuite l'autre quart de finale, je vois, alors je sais pas si vous voyez bien ou si vous voyez mal, etc. Je vois Medvedev, Daniil Medvedev aller gagner, je vois McDonald ou Giron au deuxième tour. Et après Harris, Fritz, Bedene, Garin, allez je dirais Fritz ou Bedene. Mais bon, voilà, normalement un Medvedev qui apparemment s'est entraîné comme un dingue dans le sud de la France. Donc le mec apparemment, voilà, il est bien. Il a été aux États-Unis aussi pour s'entraîner, etc. Voilà, le mec, je pense que il vient avec des ambitions. Par contre, Medvedev a besoin de rythme. Il a besoin vraiment d'avoir de la caisse, de prendre du match, de passer du temps sur le court. C'est un mec qui a besoin de ça. On sait qu'il n'est pas forcément apprécié par le public américain, donc ça peut être aussi une motivation pour lui pour se dépasser, etc. Mais je pense que ce qui s'est passé à l'US Open, c'est resté dans les têtes pour les Américains. Donc voilà, après il n'y aura pas de public, donc forcément c'est différent, mais c'est comme s'ils seront en entraînement, quoi, en gros. Et pour moi, je vois Bautista Agut arriver en quart de finale. Il devra jouer Wolf ou Gasquet. Alors Gasquet, c'est Gasquet qui l'avait battu l'an dernier en quart de finale, Bautista Agut. Donc je pense que Bautista Agut a vraiment une revanche à reprendre là-dessus. Si c'est Wolf, ça peut être chiant, mais je pense que Bautista Agut a tellement d'expérience et il joue tellement en cadence que Wolf il peut mettre toutes les balles dans le filet, ou presque. Donc je vois quand même la régularité et la sérénité au niveau de Bautista Agut passer. Après, c'est pas facile, hein, il devra jouer probablement Carreno Busta ou un mec comme Kachanov ou Bublik. Bon, s'il joue Carreno Busta, ils se connaissent très bien, c'est deux Espagnols. C'est deux mecs qui ont des jeux à peu près similaires. Bautista Agut a un meilleur volleyeur que Carreno Busta, ceci dit. Mais voilà, je pense que Kachanov, ouais, non, pour moi ça passe. Bautista Agut, à peu près quel que soit le tableau, je pense que ça passe. Quoi qu'il arrive. Donc il jouerait du coup contre Medvedev. Et là, moi, je vois Bautista Agut sortir contre Medvedev, qui pour moi n'aura sûrement pas assez de rythme, alors que Bautista Agut, on le sait, sur les reprises, sur les débuts de saison notamment, le mec est toujours bien, est toujours en forme. C'est un mec, il a préparation day one, il est en forme. Là-dessus, il n'y a pas de souci, il a une hygiène de vie qui est irréprochable, le gars. Donc voilà, c'est un mec qui est très sérieux dans la vie, qui prend peu de plaisir en dehors du tennis, peu de loisirs, etc. Donc voilà. Après, je vois Berrettini, mais alors là, clairement, le troisième quart de tableau, c'est une loterie. Ça peut vraiment être une loterie, parce qu'au second tour, il devrait jouer Otsuvori. Déjà, ça, c'est pas un cadeau.
À l'expérience, normalement, ça devrait le faire, mais c'est quand même pas un cadeau. Après, derrière, il devrait jouer probablement un Schwartzmann ou un Opelka. C'est jamais simple. Schwartzmann, c'est pas simple à jouer parce que le mec te renvoie toutes les balles. Et Opelka, c'est hyper chiant pour les briquer. Donc, c'est ce genre de truc qui peut se finir en 7-6, 7-6, 7-6. Tu sais, un match à rallonge, 3 heures, un truc que t'aimes pas du tout, quoi. Je vois Berrettini passer, mais alors ça va pas être simple. Hein. Ça va vraiment pas être simple. Et en dessous, je vois Tsitsipas. Tac, ici. Je vois Tsitsipas. Pareil, hein, la partie de tableau elle est pas simple. Edmund ou Anderson, c'est pas des mecs simples à jouer. Si c'est Edmund, je pense que ça passe quand même. Si c'est Anderson, c'est beaucoup plus relou pour Tsitsipas. Même si en termes de mobilité, normalement, Tsitsipas devrait clairement bouger Kevin Anderson, mais Kevin Anderson peut être très chiant et peut ne jamais perdre sa mise en jeu. Donc, voilà. Isner, Millman, Urcax, voilà. Je vois quand même Tsitsipas passer. Ça va pas être tranquille. Ça va pas être tranquille pour Tsitsipas. C'est un joueur qui a besoin quand même pas mal de rythme et tout. Je sais pas du tout dans quel état physique il y arrive, notre ami Tsitsipas. Donc voilà. Troisième quart de tableau très ouvert, il peut y avoir beaucoup de surprises. Je vous déconseille de parier sur le troisième quart de tableau, les amis. Et le quatrième quart de tableau, donc avec, j'ai mis Roublev. Roublev, donc qui jouera contre Daniel Evans, après derrière, et du Quirré ou Raonic, pareil, c'est pas des matchs simples. Et Zverev qui est dans cette partie de tableau là, qui devrait jouer au second tour donc contre Tiafoe ou Andy Murray. Je pense que le premier match de Zverev, que ce soit contre Tiafoe ou Murray, je pense que ça passe, quel que soit l'adversaire. Par contre, après, Roublev, pour moi, ça passe pas. Quirré, ça peut passer, mais c'est compliqué. Et Raonic, ça peut passer, mais c'est compliqué. Donc, mais pour moi, Roublev va au bout. Enfin, en tout cas, va au moins en quart de finale. Pour moi, un Zverev-Roublev, les dynamiques n'ont absolument rien à voir. On a un joueur qui était totalement en feu. Et on a Zverev qui est en incompréhension totale avec son jeu, il est en délicatesse avec son service. Voilà, là, le coach, son nouveau coach qui est David Ferrer, il l'a pris pour soigner son service. Je vois pas en quoi Ferrer avait un énorme service en fait quand il jouait. Donc je veux dire, je pense que si tu veux un coach pour un service, prends pas Ferrer. Voilà. Par contre, si tu veux un coach mental, oui, à la rigueur, prends Ferrer. Mais si tu veux un coach pour le service, prends pas Ferrer. Il y a des joueurs qui savent mieux servir que Ferrer, même si Ferrer a fait une excellente carrière et ne servait pas si mal. C'est clairement pas le meilleur serveur C'était clairement pas le meilleur serveur du circuit, mais bon, ça après c'est autre chose. Donc pour moi, Zverev il est pas au niveau encore. Après, j'espère qu'il va me surprendre et j'espère que je dis des conneries, mais voilà, vu ce qu'il a montré, la frustration, le body language et tout, c'est mort. Et en dessous, donc la partie avec Tim, le mec, il a pas un pet de masse graisseuse. Il est incroyable, Dominic Thiem. Il est hyper fit. Il est incroyable. Il a que du muscle. Il est impressionnant. Je l'ai vu sur une photo là. Il est impressionnant. Il fait vraiment peur. Et le mec, il a dit que le mec était hyper content d'être aux États-Unis et tout. Donc je pense que le mec, il a vraiment envie de tout défoncer, en fait, Thiem. Il a montré qu'il avait un niveau de jeu incroyable. Il s'est hyper bien préparé. Il a pu jouer en Autriche, et tout, etc. Et tout. Le mec paraît vraiment en forme. Et j'ai beaucoup de mal à le voir, le perdre dans sa partie de tableau où il y aura du Krajinovic, Fucsovic. C'est embêtant, mais je pense que ça devrait le faire. Et après, Dimitrov, Hugo Humbert, là, pour moi, il en fait de la chair à saucisse. Donc après, voilà. Team, donc je vais reprendre par en haut. Donc Djokovic contre Goffin. Donc pour moi, je vois Djokovic passer. Ensuite, donc Bautista Agut contre Medvedev, pour moi c'est Bautista Agut et du coup Djokovic, Bautista Agut en demi-finale avec un avantage à Djokovic, mais ça va pas être simple, quand même pour le Serbe parce que Bautista Agut, merci le calvaire. Ensuite, il y aura donc du Tsitsipas qui pour moi, si Berrettini, alors c'est pas du tout sûr. Là c'est pas du tout sûr du tout. Mais si Berrettini venait à passer, je pense que pour moi il perd contre Tsitsipas. Mais là c'est pareil, là clairement c'est vraiment ça peut vraiment changer et je suis pas du tout sûr de moi là-dessus. Comme je le dis, hein, c'est des avis, c'est pas des paris, d'accord, donc c'est juste des avis et je vous ai fait un tableau juste mon ressenti. Roublev contre Thiem, un match de titan et pour moi ça va frapper dans tous les sens, mais je pense que Thiem en sort plus vainqueur parce qu'il est plus complet et que Roublev aura quand même un petit peu plus de boulot à faire plutôt que Thiem.
Donc je vois Tim sortir et aller en demi-finale contre Stefanos Tsitsipas. Tim que je vois gagnant contre Tsitsipas et aller en finale contre Djokovic. Et je vois Tim aller au bout. Voilà un petit peu mon tableau, les amis. Alors je sais pas si vous voyez très bien, etc. J'ai essayé de vous faire ça, un truc à peu près clair après en vidéo. Je sais pas trop ce que ça donnera. Mais faites des screens d'ailleurs, faites des screens si vous voulez avoir mon quart de tableau, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je pose ça sur le côté. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous avez des avis sur la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes content de retrouver du tennis. Et que voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si vous voulez. C'est pas le genre de truc que je demande d'habitude, mais si vous avez envie, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, que ce soit pour tout simplement s'inscrire sur Pinacle pour bénéficier des meilleurs codes du marché, pour ne jamais être limité, même si tu es gagnant, n'hésite pas, tu viens me voir en message privé, on en discutera et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Si tu es intéressé pour intégrer le groupe privé, du coup, pour bénéficier de mes paris, alors ça peut être mes paris tennis ou ça peut être mes paris long terme, n'hésite pas, tu viens me voir en privé, on en discute et puis voilà. Tu as le site, de toute façon aussi, mon site internet qui est dans la description de la vidéo. Et puis voilà, n'hésite pas si tu as des questions, etc., à me les poser ici dans cette vidéo ou alors sur mes réseaux sociaux. Je te souhaite une excellente fin de journée. J'espère que le tournoi de Cincinnati se passera dans des bonnes conditions, se déroulera bien. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.